Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on va parler d'un film qui fête ses 70 ans, sorti donc en 1955, Les Contrebandiers de Moonfleet, ou en version originale, Moonfleet tout court, un film américain réalisé par Fritz Lang. Déjà, il y a quelque chose d'intéressant. Adapté d'un roman donc éponyme de John Mead Faulkner, un roman britannique d'ailleurs, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, en livre audio. Ça m'a donné envie, clairement, de découvrir l'œuvre cinématographique d'un Fritz Lang qui n'écrit pas le scénario. Et c'est un point sur lequel je reviendrai. Enfin, disons qu'il y participe très peu même. Au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux Stuart Granger, qui était un peu l'acteur de certains films d'aventure à l'époque, puisque là on est entre Cap et épée et Chasse au trésor, hein, si vous voulez. George Sanders est présent également, probablement l'acteur le plus connu du casting. Citons aussi John Greenwood et le petit héros, John Mahone, interprété par John Whiteley. Ça fait beaucoup de John et ça s'écrit jamais de la même manière, c'est amusant. Il y a même une Française, tiens, qui joue une danseuse gitane et qui s'appelle Liliane Montevecchi. Alors, pour faire simple, hein, on se situe ici au XVIIIe siècle et on va suivre un petit garçon, John Mahone, qui vient de perdre sa maman, qui n'a jamais connu son père et qui est envoyé, quelque part dans un petit village perdu dans les Landes, mais près de la mer quand même, Moonfleet, à la recherche d'un certain Jeremy Fox, qui est un ami de sa mère défunte, donc il y vient pour pouvoir être peut-être éduqué, élevé par celui-ci, recueilli. Sauf que ce Jeremy Fox, qui a l'air d'être un gentilhomme comme ça, en fait, à côté, c'est le leader d'une bande de contrebandiers. Cargaison d'alcool, tout ça. Assez ambivalent le monsieur, le film l'est tout autant. Donc John va s'attacher à ce Fox, celui-ci va douter un petit peu, mais aussi un peu prendre John sous son aile, et ainsi, que va devenir John Mahone? Un petit gentilhomme potentiel, ou une sorte de vilain, voilà, à l'avenir, s'il traîne vraiment dans les trafics, malgré lui peut-être, de son nouveau père de substitution. Je dis cela ainsi, mais c'est un petit peu l'idée. En plus, Fox, il doit, on va dire, faire une alliance avec des lords locaux, enfin surtout Lord et sa femme, à l'histoire d'argent et de fortune, hein, vous connaissez. Et derrière, bon, il est très libertin aussi ce Fox, puisqu'il a une compagne venue des îles, entre guillemets, des colonies, et il s'amuse beaucoup aussi avec la femme du Lord en question, une sorte de trouble bizarre là, bref. Et John à côté va découvrir les choses, un nouvel univers, oui c'est un récit initiatique quoi. L'aventure elle est là, en huis clos hein, quelque part, parce que c'est pas non plus comme l'île au trésor, le roman on est presque un ersatz, mais c'est terre à terre, hein, on va pas aller sur l'eau, enfin dans le bouquin si, dans la deuxième partie, mais ici l'adaptation elle concerne, on va dire plus ou moins la première, avec le personnage de Fox qui est rajouté, pour renforcer un lien entre adulte et enfant et faire que ce dernier puisse évoluer. C'est très cinématographique ça, dans un scénario qui visiblement a été fait pour que ça colle au cinéma de Fritz Lang. Donc bon, il a accepté le projet, et ici il signe son retour avec la MGM, un peu moins de 20 ans après l'extraordinaire Fury, sorti en 1936, dont je parlerai probablement l'année prochaine, et que j'ai vu il y a quelques années. Bon, sauf que c'est une époque aussi compliquée pour Fritz Lang, parce qu'avec les studios américains, il n'a pas forcément la liberté absolue. Et ici, en plus, il est obligé d'accepter un format cinémascope qu'il ne voulait pas vraiment. Enfin, voilà. D'ailleurs, il en parlera dans Le Mépris, où il joue son propre rôle. Petite pique envers ce cinémascope-là, peut-être en lien avec ce film, je ne sais pas. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Fritz Lang lui-même a plus ou moins renié ce film. Du moins, il a, on va dire, mal vécu l'idée que le montage final n'a pas pu être fait avec sa vision, même que la toute fin a été conservée alors qu'il n'en voulait pas. Il y a tout un dernier plan assez étrange, complètement différent du plan d'avant, qui reste. Et il a très mal vécu la chose. Et derrière, pourtant, au fil des années, une certaine fascination est apparue autour de ce Moonfleet, tant et si bien que beaucoup de gens, y compris des cahiers du cinéma, mais ça même à peu près à la sortie du film, hein, ou 5 ans après, parce qu'en France il est sorti 5 ans après, beaucoup de gens ont considéré que c'était une œuvre majeure du cinéma de Fritz Lang, alors que lui-même, il voulait même plus en entendre parler. Bizarre quand même.
Et en effet, quand tu vois ce film, en ayant en tête le cinéma de Fritz Lang, que je connais un peu, hein, pas totalement, j'ai vu surtout ses premiers films, mais quelques-uns aussi de sa période américaine, dont Fury, enfin de ses périodes américaines du coup, eh bien, il y a quelque chose en effet de très pertinent à analyser. Alors, c'est pas évident, parce que, de prime abord, comme ça, Moonfleet est un petit film sympathique d'aventure, qui ne paye pas de mine. On voit, oui, que Fritz Lang est obligé de composer avec ce cinémascope. Ça joue sur, on va dire, le placement des personnages sur les plans, etc. C'est très bizarre, presque, dans le style Fritz Lang qu'on connaît. Mais bon, il doit faire avec, et ça fonctionne, hein, il n'y a rien d'incohérent. C'est peut-être le montage, justement, qui vivote un peu, mais il n'a jamais pu vraiment avoir son mot à dire dessus. Mais alors, derrière, dans les thématiques et la façon de narrer l'ensemble, et là, c'est le cinéaste qui parle, qui retouche probablement le scénario à un moment en mettant en place, ne serait-ce que ses plans, bah, il adapte des trucs, c'est obligé, hein, de toute façon. Le scénario ne dit pas les intentions cinématographiques, éventuelles, de mouvement de caméra, etc. Enfin, il y a une autre écriture là-dessus qui se fait, parce que Fritz Lang, de toute façon, le faisait toujours a posteriori de la lecture du scénario et avant le tournage. Voilà, bon. Eh bien, il y a quelque chose qui fonctionne diablement là, dans une histoire potentiellement simpliste, mais qui en dit long. Et dans le cinéma de Fritz Lang, de ce que j'ai vu, il y a toujours cette idée d'ambivalence, hein, d'ambiguïté, de fatalité en rapport avec le destin et la mort. Tout est là. Alors, c'est pas forcément tout le temps frontal. Bon, le destin et la mort, quand même. Hein. On a un enfant qui est livré à lui-même, qui arrive là, au milieu de nulle part, la nuit en plus. Il va être confronté à ses premières peurs parce qu'il n'a plus personne. Son père, la mère vient de mourir, plus ou moins. Et après, il va faire face à la mort dans ce milieu de danger, puisqu'il va y avoir quand même des aventures un peu brutales vers la fin. Et cette idée aussi de fatalité et de destin, parce qu'il y a une avancée perpétuelle dans ce récit initiatique d'aventure qui fait que on ne peut pas regarder derrière. C'est hop, tu fonces vers ce que tu dois subir ou vivre. Ah, c'est là où le personnage de Fox est intéressant. C'est là où la fin peut être questionnée quand même sur le choix du dernier plan, même si on comprend beaucoup de choses. C'est-à-dire que le film a énormément de non-dits, je ne vais pas spoiler ici, sur le final, sur une promesse que l'on sait compliquée, et aussi sur le fait que ce Fox avec John, alors ça ne sera jamais évoqué dans le film, mais plus qu'un père de substitution, tu comprends très vite sur certains dialogues que c'est probablement le père biologique du petit garçon. Quand il parle donc de la mère, Olivia, etc., on voit dans son visage, dans sa façon de parler et tout, qu'il y est beaucoup attaché à cette défunte maman, qu'il a été chassé hein, par les Mohun, donc la famille de John, les chiens et tout. On comprend qu'il y a eu une histoire ici de relations illégitimes et que John en est le fruit. C'est presque évident en fait. Bon. Et que derrière, justement, Fox, il est parti et un petit peu défait par cette perte de destinée voilà, et d'amour de sa vie et de vie familiale qu'il aurait aimé peut-être avoir. Et il devient le criminel, enfin le contrebandier qu'il est. Il se joue de la société parce qu'il a été exclu, dégagé de cette société-là. Et il joue aussi sur le fait qu'il est un gentilhomme potentiel, qu'il aurait dû l'être d'autant plus, mais qu'il va aussi détourner cela avec sa relation, là, Lord Ashwood et sa femme. On voit qu'il veut vraiment profiter de la fortune, il veut faire des associations et tout, etc. D'où la chasse au trésor, à un moment, avec voilà, l'ancêtre des Mohun, une sorte de barberousse, hein, qui aurait caché un diamant quelque part, donc on va retrouver ça avec une carte au trésor, tout ce que vous voulez, hein, on retrouve ça, ça veut dire que c'est un film qui peut avoir la lecture simple pour un enfant, un adolescent, mais derrière, vous avez aussi une réflexion sur les relations. Des relations très fortes, puisque cette ambiguïté, cette ambivalence, jusque dans le personnage de Fox, vous la trouvez aussi hein, dans celle du petit garçon. Ça paraît facile à dire comme ça, mais quand même, à un moment, il y a une discussion sur l'idée de « Ah, vous allez le corrompre, mais c'est plutôt lui qui va me détruire. » Donc, qui va corrompre qui, d'une certaine manière? Bon, le petit garçon va être corrompu peut-être par le milieu des contrebandiers, peut-être, oui, peut-être. Mais Fox lui-même va se laisser corrompre, peut-être par la présence de ce petit garçon. À un moment, il va avoir des dilemmes à faire, hein, des choix. C'est aussi le cinéma du choix, hein, Fritz Lang, souvent. Le destin face au choix, tout ça. Bon. Et évidemment, cette relation-là, croisée, va faire évoluer les deux personnages. Clairement. L'un vers l'autre, en fait, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire le petit garçon innocent qui commence à la perdre, et Fox, qui est quand même dans cette idée de coupable absolu, revient vers cette innocence de cette vie qu'il aurait aimé avoir tranquillement avec sa promise et tout, et le petit garçon lui rappelle hein, cette vie-là.
Et derrière, bah, ça déroule. Et il y a plein de petites scènes comme ça qui sont assez intenses dans le cinéma de Fritz Lang, dont le cinéma de Fritz Lang se fait écho, là. Alors, on va passer sur les moments de cap et épée ou de petits tirs et tout. Oui, une petite scène dans l'auberge, là, bon, c'est bien, c'est pour le spectateur, qui est plutôt bien filmé d'ailleurs en soi. Hein. Mais il y a aussi des scènes macabres. Dès l'arrivée du petit Maroon à Moonfleet, de nuit, souvent de nuit le film, très obscur, hein, avec des orages et tout, le destin, le fatum, la fatalité est toujours là, elle est pesante. Mais il arrive là, par le cimetière, il y a cette statue, là, une sorte d'ange bizarre qu'il regarde, avec une main qui sort aussi, probablement de la vieille dame qu'on voit plus tard d'ailleurs, enfin une dame un peu pauvre qui erre là, et l'enfant qui s'évanouit, direct, il rentre dans une sorte de cauchemar réveillé, mais qui va être sa nouvelle vie. Il passe de l'autre côté du miroir, tel Alice, pour vivre une existence qui est totalement différente de celle qu'il avait vécue avant. Ça, c'est très passionnant aussi. Donc il y a ces scènes-là, à un moment il va tomber dans une sorte de grotte souterrain, hein, les souterrains très Fritz Lang aussi, ça arrive souvent dans... Il aime bien aller enfermer ses personnages en dessous, dans une sorte de repère les rapprochant du diable, vers le fatum et le destin aussi qui les accable. Et à un moment il va tomber dans cette grotte, il va découvrir le repère des contrebandiers, etc. Toute cette idée, donc il va vraiment rentrer en fait, malgré lui, après tout, dans le business. Plus que jamais, après on veut se débarrasser de lui, mais Fox le soutient, Fox qui se voit subir une mutinerie interne, avec le personnage de Block, qui est le personnage principal hein, du roman, d'ailleurs c'est intéressant ce jeu-là. Il y a plein de petits trucs là-dessus qui sont passionnants. Et voilà, Fox qui hésite vraiment à le prendre sous son aile ou l'envoyer aux îles, hein, les fameuses colonies. Oui, c'est un film qui est assez colonial de l'époque quand même, et qui a un rapport aux femmes très particulier, très bizarre d'ailleurs. La perte de la mère fait que derrière, le rapport aux femmes dans le film, ouais, même un rapport avec l'actrice française Gitane, on voit qu'elle est grimée en tant que... Enfin, il y a tout un truc là qui évidemment est très propre aux années 50. Hein, bon. Mais bon, c'est questionnable évidemment de nos jours, et très évidemment. Mais c'est vrai que c'est très, très, très bizarre. Le rapport aux femmes que Fox a aussi, on voit qu'il n'a jamais pu digérer la perte de son aimé. Hein. On comprend l'idée, en fait, ça revient sur la perte de la mère et de la probable ex-compagne de Fox hein, en même temps, qui fait que du coup les femmes dans ce film, du point de vue des deux, il y a quelque chose de compliqué, vous voyez, parce que c'est une sorte de point de vue aussi, hein, on jongle entre les points de vue voilà, du fils et du père de substitution ou vrai père, de John et de Fox, et c'est intéressant là-dessus de voir comment ils ont un souci avec la perte de la femme aimée, que ce soit la mère ou la compagne. Donc du coup derrière les femmes dans le film subissent en fait le fait que l'autre, la femme matricielle n'est pas là. Et derrière, bah voilà, c'est du Fritz Lang, c'est-à-dire qu'il va quand même utiliser son cinémascope pour plein de choses. Le rapport donc à des scènes un peu sombres, oui, nocturnes ou de souterrain, etc. Là, vous retrouvez presque une patte, pratiquement, hein, de ce qu'il avait fait dans le néo-expressionnisme allemand d'antan. C'est-à-dire que le film, il y a une hybridation quand même, ça reste très hollywoodien, mais dans une sorte de huis clos d'un cinéma d'antan. C'est-à-dire que Fritz Lang aussi, il essaye de retrouver une forme d'innocence de ses débuts au cinéma, à travers l'histoire de quelqu'un qui perd une innocence. C'est passionnant en fait, et je peux comprendre que les gens aient réhabilité Moonfleet à travers le temps, et que ça va être fascinant aussi de l'avoir découvert enfant ou adolescent. Je sais que pas mal de gens l'ont découvert jeune, mais moi c'est sur le tard ici que je le vois. Donc j'ai mes limites qui sont dues à ce visionnage, alors que bientôt sur mes 44 ans, et oui. Mais ouais, voir ça enfant et adolescent, même de nos jours, je pense que ça peut être très très bien. Très très bien. Donc à conseiller à voir en famille, peut-être, sur cet été là. C'est pas une mauvaise idée. Bon, évidemment, ça a peut-être mal vieilli. Toujours comme ça, hein. Un film ne vieillit pas mal. C'est le spectateur qui se rend compte que le temps a changé. Il y a des choses qui, évidemment, ne seraient plus trop adéquates de nos jours, bah, notamment sur le rapport aux femmes. Mais sur le reste, et le rapport un peu colonial aussi, quand même, sous-jacence. Hein. Mais franchement, il y a vraiment des choses intéressantes dans ce film, qui ne va pas être écrasé par cette idée d'aventure, carte au trésor, chasse, etc. Quand bien même il y a des scènes assez marquantes là-dessus. Donc ça peut toucher les petits aussi sur ce plan-là. Voilà, donc les contrebandiers de Moonfleet, c'est pas mal, hein, c'est vraiment bien en fait. Je le dis, je le répète, fascinant, parce que Fritz Lang derrière. Et quand bien même il est rejeté beaucoup de choses, eh ben on voit sa patte, on voit son intention, et on voit comment il s'inscrit dans son cinéma, ce film un peu maudit. Aime le maudit en film, non. C'est vrai que la malédiction Fritz Lang aussi, c'est intéressant comment il la touche. Il l'a vécu lui-même, hein, aussi sur certaines de ses œuvres. Bref,
À vous la parole, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce Moonfleet, c'est très intéressant. Je pense que je vais réveiller certains souvenirs de certaines personnes ici, c'est probable. Et le film est assez peu évoqué hein, sur internet, donc profitez-en. Et puis on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao!